Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre émission réservée aux entrepreneurs, Business Alia. Alors bonjour Esther. Bonjour Sabine. Comment ça va? Bon, tout va bien, très bien. Alors écoutez, on a été, suite à la dernière émission qui était consacrée à la sécurité, tout ce qui était appareillage, etc. pour sécuriser votre société, on avait quand même fait pas mal de focus sur les petites entreprises parce que c'est quand même... combien on a dit en Israël? 70% du tissu des entreprises qui existent sont des petites entreprises, j'en crois, 5 personnes. Ouais. Voilà, ne pas croire que la sécurité ne s'adresse qu'à des grosses boîtes, bien au contraire. Et donc, on avait reçu Ruben Béniard, qui est le responsable d'une entreprise qui s'appelle Insect Consulting et qui est donc une société de conseil en sécurité et renseignement pour les entreprises. Et on a eu pas mal de demandes donc, de nos auditeurs qui nous ont demandé d'approfondir ce sujet. Voilà pourquoi Ruben a eu la gentillesse de revenir dans les studios de Studio Qualita pour nous expliquer un petit peu, de nous donner plus de renseignements en ce qui concerne notamment l'audit. Donc l'audit que Ruben préconise auprès des chefs d'entreprise pour justement intégrer la sécurité dans le processus et dans la stratégie de construction et d'optimisation de leur société. Alors Ruben, vas-y, je vous laisse la parole, ensuite on se voit. Bonjour. Donc on parlait de l'audit. L'audit, oui. C'est être capable donc de connaître son organisation, de descendre dans les détails et ensuite d'avoir une vision globale pour pouvoir justement définir une stratégie. On avait dit prioriser également. J'aimerais définir en fait donner une phrase qui définit ce qui est l'audit de sécurité et la sécurité de manière générale, c'est réfléchir comme un adversaire. Ça veut dire que moi, en tant que chef d'entreprise, en tant que preneur de décision, décideur, je dois être capable de prendre de la distance avec mon entreprise, avec ma routine, et de me dire, si j'étais quelqu'un, un concurrent ou quelqu'un qui voudrait toucher mon entreprise, qu'est-ce que je pourrais faire ? Donc en fait, vous travaillez comme un schizophrène, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de pire pour me couler? C'est ça en gros. Alors, je vais vous donner un petit secret, mais à l'époque, quand je travaillais dans la sécurité physique, ce que je faisais régulièrement, c'est que une fois que le processus de sécurité était en place et qu'on commençait la routine de sécurité, j'allais dans un café un peu loin de tout ce dispositif de sécurité. Je prenais un café et je me disais, bon, voilà, maintenant j'ai travaillé, j'ai réfléchi, tout est en place, tout fonctionne. Où sont les faiblesses? C'est ça. Ouais, donc c'est une hauteur de contourner tout ce système et voir si on peut encore des prix de saute, comme on dit en hébreu. Donc réfléchir comme un adversaire, c'est ce que vous voulez arriver à ce que l'entrepreneur finalement, enfin que le chef d'entreprise puisse évaluer. Alors une fois qu'on se met à la place de son adversaire, alors déjà qu'est-ce qu'on peut nous faire de mal? Comment est-ce qu'on peut nous attaquer? Voilà, de manière courante en fait, tout ce qui est espionnage économique ou attaque d'entreprise, entre guillemets, se résume à trois formes principales. Première forme, c'est ce qu'on appelle le hacking. On imagine souvent l'adolescent de 16 ans qui est dans sa cave devant son ordinateur avec des boîtes de pizza à côté. C'est pas forcément le cas. Le hacking, en fait, c'est tout simplement être capable d'avoir accès à distance à un réseau ou un ordinateur ou un smartphone d'une société, par exemple, et ensuite de faire ce qu'on veut. Ça peut être saboter, ça peut être voler des données, ça peut être rentrer de fausses données. Donc ça, c'est la première chose. Et ça concerne plus on va dire les moyennes et grosses entreprises, le hacking. Alors en fait, c'est vrai et faux. Je vais dire pourquoi. C'est vrai parce que effectivement les moyennes et surtout les grosses entreprises sont alléchantes pour les attaquants. Mais en vérité, quand vous voyez que vous avez des petites entreprises qui n'ont absolument aucune forme de sécurité, parfois pensent avoir même des formes de sécurité, ce qui est encore pire, parce que ça permet de baisser la garde complètement. Les hackers, en fait, peuvent très très bien utiliser soit ces petites entreprises comme tremplin pour attaquer des plus grosses, soit directement se servir des informations. Oui. Mais les hackers, en fait, sont pas en fait des concurrents. Peut être envoyé par des concurrents. Enfin, l'idée, parce que bon. Peut-être qu'ils ont l'intérêt financier à ça, je ne connais pas. Ça peut être un peu tout. Ça peut être un adolescent de 16 ans, comme on a dit, qui fait ça plus par sport, exactement, pour s'amuser. Ça peut être un concurrent, ça peut être carrément un pays.
C'est le cas de l'Iran, par exemple, qui est connu pour faire ça. Parce que l'Iran, par exemple, se dit que si elle arrive à attaquer l'économie israélienne, donc elle touche vraiment Israël dans le cœur. Ok. Voilà. Donc, premier risque, en fait. risque, le hacking. Exactement. Le deuxième. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle un agent, un espion. Ouais, ça fait très James Bond. Mais en fait, Voire c'est tout Fauda. Voire Fauda, Ouais. dans la version Oui, c'est ça. Israélienne. oui, moyen-orientale. Ouais. Mais en fait, l'agent, en fait, c'est tout simplement se servir de quelqu'un interne pour attaquer l'entreprise. Donc, encore une fois, ça peut être... Alors, vous nous aviez parlé la semaine dernière de la petite, de la femme de ménage, par exemple, qui, de bonne foi, pour rendre service, elle a l'impression de participer un petit peu même à la limite à l'entreprise, etc., va déposer des papiers, en récupérer d'autres. Donc ça, c'est à la limite à son insu qu'on peut même amadouer financièrement pour qu'au fur et à mesure, elle devienne un espion, Un véritable espion. agent, quoi. Donc ça peut être ça. Ça peut être ça, ça peut être... donner un exemple qui est un peu différent. Ouais. Si vous avez une petite société, et que vous n'avez rien d'exceptionnel, mais que en fait vous misez tout sur votre capacité de vente et de marketing, et que donc vous formez également vos employés à ces capacités-là, et ben en fait vous avez quelque chose d'exceptionnel. Vous avez des formations en termes de vente, en termes de marketing qui valent beaucoup d'argent. Et souvent on s'en rend pas compte. Et dans différentes entreprises où j'ai travaillé, en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui venaient, des candidats qui venaient, qui passaient tout le processus de recrutement pour faire le cours. Ils écoutaient la DRAFA. Une semaine. Et ensuite, en fait, ils récupéraient tout. Certains faisaient carrément de l'ordinateur sur place pendant le cours. D'autres le faisaient de manière un peu plus élégante. Ils récupéraient tout à la maison. Et ensuite, ils transféraient ça à une autre société. C'est-à-dire qu'ils répliquent le modèle Voilà. pour une société concurrente. Exactement. Intéressant. Mais alors, est-ce que vous avez des moyens, Stam, de développer Attends, juste, non, il y avait un troisième point qu'on voudrait aborder, et après, on parle des moyens. Troisième point, c'est entacher la réputation d'une société. Alors, on pense tous à l'exemple de Coca-Cola et Pepsi, où... il y a 15-20 ans, voilà, on disait on a trouvé une seringue dans une canette de Pepsi, dans une canette de Coca-Cola, et c'était la guéguerre. Mais ça peut être des choses beaucoup plus simples. Il suffit, grâce aux réseaux sociaux par exemple, on en parlait. il suffit qu'on commence à rentrer, par exemple, si vous avez une page Facebook de votre entreprise, et donc il y a des gens qui vous suivent qui, a priori, ont une bonne opinion sur vous. Mais si à chaque fois que quelqu'un a une bonne opinion, moi je rentre, pas forcément avec le même nom d'ailleurs, ça peut être des différents utilisateurs, ça peut être des trolls, donc des faux utilisateurs. Je rentre sur votre page Facebook et je laisse un commentaire plutôt négatif, ou amer, ou haineux. Et ben, en fait, petit à petit, je vais avoir premièrement, je vais avoir une mauvaise opinion, mais deuxièmement, et ce qui est beaucoup plus grave, c'est que les gens qui ont une bonne opinion de la page Facebook vont quitter cette page Facebook. Donc au final, ma communauté va se résumer à 0. Ouais, c'est ça. On en parlait d'ailleurs avec Matara Consulting, notre amie Anne-Flore qui était venue nous faire un petit peu, justement, nous parler de ces risques sur les réseaux sociaux. On parlait notamment de tourisme ou de restauration, enfin donc hôtellerie, restauration, et sur les plateformes style Booking, etc., où on peut laisser des commentaires, ou comment ça s'appelle TripAdvisor. Voilà, où on peut laisser des commentaires, et là on est vraiment dedans. Mais là, la différence, c'est que ça, c'était des vrais commentaires, et apparemment, là, ça sent des défauts. Non, mais il y a souvent également des faux commentaires, justement, pour casser telle maison, telle entreprise, tel restaurant, etc. Entre parenthèses, les faux commentaires, ça peut être aussi des commentaires positifs, mais qui sont tellement positifs qu'on voit que c'est faux, et au final, l'utilisateur lambda se dit, bon, bah, c'est faux, tout est fabriqué. Est-ce qu'il y a un moyen de ne pas pouvoir entrer dans une page Facebook, d'empêcher l'entrée de page Facebook? Il y a différents moyens. Il y a un des moyens, c'est effectivement d'empêcher l'entrée. Un autre moyen, c'est d'être capable de repérer ces utilisateurs. De répondre immédiatement et d'embaucher un modérateur, par exemple. Voilà, par exemple, ou tout simplement de repérer les utilisateurs qui posent problème. On parlait de troll, juste un exemple très rapide, mais donc un troll, en fait, c'est un faux utilisateur Facebook, par exemple. Et en fait, si vous allez sur sa page Facebook, vous verrez que la page est relativement vide, qu'elle a été créée soit il n'y a pas longtemps, soit il y a longtemps, mais elle n'a absolument aucune histoire, elle n'a aucune photo, elle n'a aucun ami. Elle vit pas, ou alors elle a des amis complètement disparates qui n'ont absolument rien à voir, un aux États-Unis, un aux Philippines, un en Afrique et un en Australie. Ça peut déjà mettre la puce à l'oreille, et on peut également les signaler à Facebook. Ouais, ça c'est aussi un peu le boulot du community manager qui est censé également aller détecter ces trolls, etc. Ouais. Par exemple. C'est un poste en soi, ça.
Au sein d'une entreprise, c'est un poste en soi que de... Bien sûr, bien sûr. Ouais, il y a des entreprises qui ont carrément un département d'une quinzaine ou vingtaine de personnes qui font ça. Ouais, en de la grosseur de l'entreprise. Alors, une fois qu'on a analysé ces attaques possibles, alors, on y répond comment ? Alors en fait, l'analyse déjà, il faut la faire de manière méthodique, ce qui est très important parce que on disait la semaine dernière, si on fait les choses au feeling, on va rater des choses, on va prendre des mauvaises décisions. Donc comme pour un business plan, comme pour des décisions stratégiques commerciales ou d'entreprise ou juridiques, il faut vraiment se poser et lister. Moi, je préconise de se focaliser, on peut aller sur plus, mais se focaliser sur 4 domaines essentiels. Le premier domaine, c'est tout ce qui est sécurité existante. Pourquoi ? Parce que si je suis un adversaire, j'aimerais savoir ce qui existe en sécurité dans cette société. Sécurité, ça peut être un gardien, peut-être le mien, à mon niveau, ou peut-être celui de l'immeuble. Ça peut être des caméras, ça peut être des portes qui sont fermées à clé. Des codes, sécurité physique. Exactement. Extérieur. Exactement. Contrôle d'accès. À l'intérieur également, ça veut dire que voilà, j'ai des documents qui sont assez confidentiels. Est-ce qu'ils sont enfermés tous les jours ? Je ferme le bureau et ils sont eux-mêmes enfermés dans un coffre ou une armoire fermée à clé. Donc ça, c'est le premier domaine, c'est la sécurité. D'accord. Une fois que j'ai listé ça... Le matériel de sécurité, ce qu'on peut appeler... Voilà, matériel, procédure également, ça peut être procédure de sécurité. Okay. Ça veut dire que, si voilà, il se passe quelque chose, il y a eu une effraction, j'ai repéré qu'il y a une effraction, est-ce que quelqu'un d'abord est capable le matin, quand il arrive le premier au bureau, de faire le tour qui va lui permettre de repérer quelque chose, ou alors je vais attendre midi que par hasard, j'ai vu qu'il y ait des bris de verre par terre. Et est-ce que, si je suis arrivé le premier et que j'ai trouvé ça, qu'ce que je fais ? Est-ce que j'appelle la police ? Est-ce que j'appelle le directeur ? Des employés, mais je vais vous surprendre sûrement, mais vous savez que le travail de l'expert comptable, un de son travail qu'on appelle en hébreu la bakara, c'est-à-dire la vérification pour laquelle il puisse certifier les comptes, s'appuie sur la vérification des procédures dans tous les domaines de l'entreprise pour être sûr que quand lui il arrive à des chiffres, les chiffres n'ont pas été erronés quelque part parce qu'il y a des problèmes de procédure interne. C'est pas surprenant, on travaille. Mais vraiment, c'est comme ça que ça fonctionne. On travaille avec des audits de PwC par exemple. Exactement. Justement, où il y a beaucoup de procédures. Et justement, ça me rapproche au troisième point, qui est le point technologique, qui est également là-dessus très important. Faire la liste du matériel technologique, des procédures technologiques, des réseaux que j'ai. Est-ce que j'ai un Wi-Fi ? Est-ce qu'il est protégé par un code ? Est-ce que ce Wi-Fi, il est en réseau avec mon réseau interne où j'ai mes données un peu essentielles. Sauvegarde, je suppose, la qualité des sauvegardes. Est-ce que c'est récupérable ? Est-ce que quelqu'un ne change pas les sauvegardes ? Le cloud aujourd'hui également. Google Drive, tout voilà. ce qui est... Voilà. Mes mots de passe, est-ce que mon mot de passe, c'est mon anniversaire ? Sont changés régulièrement, qui sont changés. C'est vraiment exactement les termes des experts comptables. On préconise tous les 90 jours d'ailleurs. Donc ça c'est la liste. Je vais vous raconter une petite histoire. Une des sociétés pour lesquelles j'ai travaillé, en fait, avait une procédure très, très stricte de licenciement. Donc dès qu'il licenciait, tout de suite il récupérait les badges. Tout était fait bien sûr juridiquement et comme il faut, mais il faisait en sorte que la personne n'ait plus accès aux données essentielles, pratiquement. Ça veut dire qu'ils oubliaient très très souvent de changer les codes d'accès à distance et on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui avaient été licenciées ou qui étaient parties d'elles-mêmes 2 ans avant, qui avaient encore accès régulièrement aux données essentielles. Alors là, on touche au 4e point qui sont les ressources humaines. Voilà, exactement. Et donc, alors là, c'est très fin comme processus. Beaucoup de psychologie. Très incertain, j'aurais dit. Oui, ça rappelle. C'est pas tout à fait incertain en fait, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de connaître la personne dans son ensemble, de connaître son passé, Mais la personne est toujours surprenante, c'est comme les shidorim. Hein. C'est évident, c'est évident. Je ne dis pas de se baser là-dessus. On parle pas de profilage, on parle pas de mauvais faciès, mais on parle d'avoir un peu de comprendre pourquoi la personne correspondrait à ce poste, non seulement par rapport à ses compétences, mais également par rapport à sa personnalité. Ouais, mais alors là, il faut faire attention parce qu'on peut vite tomber, au niveau de l'éthique et de la sécurité de la vie personnelle, etc. On ne va pas se faire attaquer non plus de l'autre côté. Non, quoi. Croc à la pratique, on dit en hébreu. C'est évident, c'est évident. Mais c'est pour ça que si on ne fait pas appel à des sociétés spécialisées, exactement, ce que moi je préconise tout simplement, c'est non seulement le processus de recrutement professionnel, mais également une conversation à bâton rompu. Donc on n'engage pas un détective privé qui va aller
ça peut Si vous n'en avez pas besoin, ne le faites pas. Par contre, il y a des sociétés où il y a des domaines où il vaut mieux vraiment... Voilà, pour des postes à haute responsabilité. clés. Voilà, exactement. En Israël, c'est très courant. Quand vous embauchez un directeur financier, par exemple, vous préférez quand même avoir une petite idée et puis aussi avoir l'avis d'un professionnel. D'où l'audit où justement vous vous adaptez en fonction du modèle de l'entreprise et de la hauteur de responsabilité, de gravité de si les données se perdent. Et donc c'est des tips, en fait, des conseils que vous donnez. Et puis alors vous avez également une façon de détecter... d'essayer de voir quand vous allez interviewer, quand vous allez passer, quand vous allez vouloir recruter quelqu'un, en fonction de ses réponses, en fonction de sa gestuelle peut-être, je sais pas, enfin en fonction de beaucoup de données. En fonction de beaucoup de données, effectivement, de son langage corporel, de ses réponses. Si vous voyez que la personne, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir sans trop rentrer dans les détails, mais c'est important d'avoir une conversation un peu hors cadre pour un peu connaître la personne. De mettre en confiance. Et voilà. Et si vous voyez que la personne est stressée tout le temps, alors quand vous lui posez des questions un peu pointues et qu'elle est stressée, c'est normal. Faut pas s'en inquiéter. Mais d'un autre côté, vous voyez que la personne n'est pas stressée, limite elle met ses pieds sur la table pendant l'entretien, et vous commencez à parler un peu de son passé, pourquoi elle a quitté telle entreprise, tout d'un coup elle se referme. Peut-être que là, il y a un problème. Encore une fois, ils sont cachés, quoi. Voilà. On est à fond dans Fauda, moi. C'est ce qu'on a un manque de transparence qui toujours inquiète. Je dirais plutôt like to me, mais maintenant, un petit tip que j'aimerais donner au chef d'entreprise, qui est un type, à mon avis, vous allez apprécier, c'est de travailler, non seulement en termes de sécurité, mais de manière générale, de travailler avec des procédures. Pour une raison simple. Hormis le fait que quand on arrive en moment de crise, on est capable de prendre une décision. Et encore une fois, c'est pas une crise de sécurité, ça peut être n'importe quelle crise. Ça peut être une coupure d'électricité. Qu'est-ce que je dois faire ? Mais la deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où il y a des procédures, tout le monde travaille de manière plus ou moins homogène. Et à partir du moment, c'est facile de repérer ce qui est différent, ce qui est hors norme. Voilà, exactement. Et là, on peut aller vérifier. Encore une fois, c'est pas l'élément qui va faire que je veux dire il y a un problème, mais ça veut dire que là, je vais peut-être un peu plus m'intéresser à ce qui se passe. On est plus organisé. Mais ça demande vraiment la formation des chefs d'entreprise en termes de management, quoi. C'est un métier en soi. Ah, c'est du management. C'est un métier en soi que de savoir gérer. On peut être des corps de métiers différents, même quand ils sont dans la finance, ça veut pas dire qu'ils savent gérer. Et d'où Ruben disait la semaine dernière que c'était un vrai investissement et que c'était pas qu'il fallait pas, c'était en amont, et c'est là où vous conseillez vraiment, là où vous êtes bon dans votre intervention, c'est avant d'être exposé à des risques. Exactement. Déjà de mettre en état les procédures, de voir les choses qui manquent, de compléter, c'est un travail en soi, c'est un métier en soi. Écoutez, nous on est vraiment ravis en tous les cas d'avoir eu votre audit pour ce domaine d'activité qui n'est pas tellement encore répandu, mais je pense que ça vaut vraiment le coup d'investir et de passer du temps là-dessus, et ça peut éviter pas mal de... Il n'est pas prisé pour les petites entreprises encore pas très connues, mais dans le monde... Oui, évidemment, mais surtout en Israël. En plus, il y a des startups qui se vendent assez régulièrement quand ils ont développé des systèmes justement, n'est-ce pas, de travail technologique, d'audit et ainsi de suite qu'on rentre et qui sont vendus à des très très chers. Complètement. Exactement. C'est du consulting. Ok, écoutez, merci beaucoup en tous les cas de vos précieux renseignements. Et puis en ce qui nous concerne, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine.